MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui... Bonjour amis téléspectateurs de MCTV, heureux de vous retrouver dans votre émission Avis d'experts qui reçoit aujourd'hui un invité de marque. Babacar Diagne, il s'appelle Babacar Diagne, est un analyste politique. Il a fait ses études de primaire jusqu'en université ici au Sénégal. Aujourd'hui, il est diplômé de l'École supérieure de gestion de Paris, ESG. Babacar Diagne est également expert en gestion financière des entreprises, expertise qu'il compte partager avec nous et expertise qui lui a valu beaucoup de responsabilités là-bas en France où il vit. Aujourd'hui, Babacar Diagne travaille à la Caisse de dépôt et consignation française, un brillant parcours pour un homme modeste qu'est Babacar Diagne. Babacar, MCTV vous dit bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. À moi tout d'abord de vous remercier Adama, mais permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir ici, de dire mes salutations distinguées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire toutes mes salutations aussi à mon chef spirituel, Maulaya Cheikh Tidjani, parce que je ne manque pas de souligner au passage que je suis talibé Tidjane, Maulaya Cheikh Tidjani que je surnomme la lumière des âmes. Et de dire aussi, encore une fois, mon admiration et mes salutations distinguées à mon guide spirituel, Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh, que je surnomme également le sentiment de la lumière des âmes. Adama, tout l'honneur est pour moi de partager ce plateau avec un éminent journaliste comme vous, Adama. Babacar, économie, on va parler. Cette situation aujourd'hui qui gangrène le monde à travers la crise sanitaire. Une crise sanitaire sans précédent de la maladie à Covid-19 qui a impacté considérablement l'économie nationale et internationale. D'abord, Babacar, quelle analyse sur l'économie sénégalaise qui déjà, à un chiffre, était déjà très très faible? Alors effectivement, donc vous me posez une question sur l'état de l'économie sénégalaise en ces temps de Covid-19. Alors, j'ai envie de dire à Adama que c'est la crise sur la crise. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Sénégal était dans une crise structurelle. Je m'explique. C'est un pays sous-développé, il faut le citer ainsi. C'est un pays qui a un déficit public qui n'arrête pas de se creuser, une balance commerciale déficitaire depuis, je peux dire l'année, depuis 1961. Le Sénégal est un pays où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. On est dans un pays qui a un endettement qui n'arrête pas de se creuser. On était, si j'ai bonne mémoire, en 2019 à un taux d'endettement de 64% du PIB. Et aujourd'hui, en 2020, on est à 68% du PIB. C'est un pays qui est gangréné par la corruption. C'est un pays où les inégalités n'arrêtent pas de se creuser. Je dresse un tableau comme ça. Oui, effectivement, c'est pour vous dire que c'est un pays pauvre, en crise, depuis des années maintenant. Il faut dire que le Sénégal, quand on regarde de près les chiffres, on peut même avoir un petit étonnement parce qu'on voit que effectivement, il y a un taux de croissance qui était de l'ordre de 6% avant 2019. Je crois qu'en 2019, il s'est établi, si je ne me trompe pas, à 5,3%. Donc effectivement, un taux de croissance 6% sur 4 ou 5 années successives, c'est plutôt
sur le tableau, ça fait joli, ça fait beau, mais je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. On ne peut pas parler d'exploit en l'espèce parce que, regardez, si je vous donne un exemple comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi qui a des taux de croissance qui dépassent des fois, qui peuvent être des fois à 2 chiffres. Vous prenez un pays comme le Ghana, il a des taux de croissance à 6%. Et même si vous le prenez aussi par tête d'habitants, le PIB sénégalais rapporté à la tête d'habitants, on est à 1443 dollars en 2019. On est à 1600 pour la Côte 2200 pardon, 2200 et quelques pour la Côte d'Ivoire. On est également à 2200 pour le Ghana. C'est pour vous donner des exemples comme que oui, on peut parler de la croissance sénégalaise, mais je veux dire, il n'a rien d'exceptionnel. Il n'empêche pas que ça reste un pays pauvre, gangréné par la corruption avec des inégalités criantes. Ayant dit ça, arrive la Covid-19. C'est la crise sur la crise, tout simplement. Donc, vous me posez la question de la situation actuelle, c'est comme ça que moi je la décrirai. Donc, crise sur la crise, plusieurs secteurs sont aujourd'hui affectés, des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, mais également des emplois, des milliers d'emplois d'ailleurs qui sont perdus. Y a-t-il possibilité pour le Sénégal de se relancer économiquement parlant? C'est trop tôt pour le dire, Adama. Quand on vit la crise, on essaie de sauver les meubles. On essaie de voir comment on peut faire pour limiter la casse. Est-ce que, si j'essaie de retourner ta question dans l'autre sens, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sénégalais peuvent permettre de faire face à la crise? Si je comprends bien, à la lecture de ce qui s'est passé depuis le début de la crise, il apparaît que le gouvernement sénégalais a réussi à mettre en place ce qu'on appelle la force de riposte. Alors, je ne suis pas un fan, moi, de Macky Sall et de son gouvernement, mais je dois avouer quand même qu'il y a du bien, il y a du moins bien. C'est quoi le bien? Alors, dans le bien, moi, je dirais cette capacité, dès le début de la crise, à mobiliser des fonds pour pouvoir lutter contre la Covid-19. 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Si je comprends bien, c'est 626 milliards qui ont été mobilisés suite à de l'emprunt bancaire, hein, et 329 milliards qui seraient de la renonciation fiscale et autres recettes douanières. C'est pas énorme, 1000 milliards? C'est jamais énorme parce que, voyez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un pays en crise qui n'avait pas déjà assez de ressources pour faire face à ses besoins structurels. Si on y rajoute une crise, effectivement, je pense que oui, les 1000 milliards ne sont pas énormes, je dirais même qu'elles ne sont pas suffisantes et j'aurai l'occasion de m'expliquer plus largement là-dessus. Mais si on revient sur la mobilisation de ces 1000 milliards, cette capacité pour un gouvernement de pouvoir mobiliser comme ça 1000 milliards pour faire face à la Covid, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui a encore la confiance des investisseurs, qui a encore la confiance des institutions financières. C'est du bien, il faut le dire. C'est un gouvernement qui a réussi à mettre en place cette force Covid-19. Et c'est là aussi que je dois saluer l'union des forces sénégalaises, des forces politiques sénégalaises. On a réussi à regrouper autour d'une même table des syndicalistes, des gens de l'opposition, des gens de la majorité présidentielle et des gens de la société civile. Se réunir autour d'une même table, travaillent la main dans la main pour pouvoir piloter cette force Covid-19. Et même, je pense que au-delà de tous ces corps, de toutes ces forces politiques, cette force Covid-19 a été pilotée par l'armée sénégalaise. Aujourd'hui, on entend l'armée comme l'armée malienne ou l'armée d'autres pays, on les entend aujourd'hui dans des situations malheureusement beaucoup plus dramatique, beaucoup plus chaotique que ce qu'aujourd'hui a pu, là où on a pu voir aujourd'hui l'armée sénégalaise piloter aujourd'hui cette force de riposte Covid-19. Et si je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de suivre leurs travaux, je peux vous dire que ça a été piloté avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur, et que même pour vous dire,
dans leurs travaux, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils aient mis en place un comité de contrôle de l'argent, de tout cet argent qui a été mis à la disposition des ministères pour s'assurer que l'argent est arrivé vraiment à bon port, à bon Mais endroit. c'est ça aussi, il y a eu beaucoup de manquements également dénoncés par certains. Oui, oui, mais il faut savoir une chose, Adama. Ce que je disais, il y a du bien et il y a du moins bien. Et donc, effectivement, j'étais en train de citer le bien. Et même en restant sur le bien, il faut dire, cette crise Covid-19 est quand même une crise extraordinaire qui est arrivée brutalement. Et si on a réussi à mettre en place cette force Covid-19 assez rapidement et à travailler dans cette unité-là, dans cet élan de solidarité-là, ça c'est quelque chose de bien. Le fait qu'il y ait des manquements, il faut juste peut-être le mettre sous, on va dire, il faut le mettre sous, comment dire-je encore, Sous le poids du bien. oui, il faut le mettre sous le poids de l'erreur humaine, c'est des choses qui arrivent, quoi, je veux dire. Mais si on essaie maintenant de zoomer sur le moins bien, je pense que on peut poser des questions clairement sur l'affectation, la stratégie, on va dire, de répartition de ces 1 000 milliards d'euros entre les différents secteurs de l'économie. Je constate que le secteur de la santé sénégalaise était déjà en souffrance, notamment la santé publique, parce qu'il faut dire que moi j'ai vu pulluler pas mal de cliniques privées et qui sont là, je dois dire, pour les nantis du Sénégal, pour les riches, pour la population, une certaine catégorie, une certaine frange de la population sénégalaise, mais le domaine de l'hôpital public reste dans une situation assez criant, assez dégradant. Et donc, la répartition de ces 1 000 milliards de francs CFA, j'osais espérer qu'une bonne partie revienne finalement à la santé. Et quand je vois que malheureusement, encore aujourd'hui, quand on veut faire, je donne un exemple tout bête, quand on veut faire des tests, une grande ville comme Saint-Louis, on ne peut pas faire là-bas de tests PCR, il faut aller à l'hôpital. En dehors de l'hôpital, il n'y a pas d'unité pour faire le test. Aujourd'hui, là où on en est dans la crise, pour moi, ça pose véritablement un problème. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et puis, toujours dans le moins bien, je me rends compte que finalement aussi, Adama, vous savez, j'ai des amis qui travaillent dans le secteur du tourisme, un secteur qui a été fortement touché par la crise de Covid. C'est des gens qui tiennent des hôtels bien connus dans la place qui n'ont toujours pas eu un seul franc CFA des 1 000 milliards de francs CFA. Comment est-ce possible? C'est une vraie question à se poser. Mais au-delà de tous les aspects que vous avez évoqués concernant la gestion de cette crise sanitaire qui a des relents économiques, quelle solution, Babacar, pour le Sénégal de sortir de la crise économique aujourd'hui qui frappe le pays, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs du monde? Je pense qu'il y a 2 temps. Il y a 2 temps pour sortir de cette crise économique. Vous savez, malheureusement, on est encore en pleine crise de Covid. On espérait que ça s'arrête en 2020. On est en 2021, deuxième semestre 2021, ça ne s'arrête toujours pas. Et on ne voit pas pour le moment le bout du tunnel. Donc c'est une crise qui est en train de s'installer. Il faut déjà y faire face. Et c'est là qu'effectivement, je pense que tous mes reproches à l'État sénégalais, à Macky Sall, c'est finalement ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas quand cette 3e vague, on a tous l'impression que l'État sénégalais a croisé les bras et est en train d'observer et de laisser le peuple mourir du Covid. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est ce que je disais. Je pense que Macky Sall et son gouvernement... Maintenant, les solutions. Parce qu'au-delà de tout ça, le Sénégal aussi est confronté à des difficultés économiques. Que faire pour sortir le Sénégal de tout cet labyrinthe? Oui, donc en fait, ce que je disais tantôt, les solutions, c'est en 2 temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État
pendant cette crise de Covid-19 qui s'éternise, qu'ils puissent continuer d'en donner beaucoup plus de moyens à la force Covid-19. Et qu'on s'assure que véritablement l'aide, cette force Covid-19, les moyens déployés, les ressources déployées arrivent à bon port. Ça, c'est important. Il faut véritablement s'appuyer sur la force Covid-19 pour soutenir le secteur du tourisme. C'est un secteur qui souffre énormément. Ça permettrait aujourd'hui d'atténuer le problème de la hausse du chômage. Okay? Il faut aider, soutenir le secteur du transport également. Donc ça, ce sont pour moi des mesures impératives qu'il faut prendre tout de suite. Renforcer donc la force Covid-19, aider les secteurs du tourisme et du transport pour accompagner, en tout cas pour faire face, on va dire, à cette crise de Covid-19. Maintenant, il y a le post-Covid-19. Et c'est ça qui est important. C'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir, poser les actes qui seront demain, qui pourront demain relancer l'économie sénégalaise. Alors, je pense que il faut retourner sur les fondamentaux, Adama. Le Sénégal est un pays avec un taux de chômage qui avoisine les 20%. Ça, c'est les chiffres, je veux dire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand dans chaque ménage sénégalais ou dans chaque foyer sénégalais, il y a peut-être une ou deux personnes qui travaillent. Tout le reste ne travaille pas. C'est pas quelque chose, c'est une réalité que tout le monde, au-dessus de tout le monde. Je pense que le véritable taux de chômage au Sénégal, si j'ose dire, avoisinerait les 30%. Pourtant, le Sénégal est un pays à 66% alphabétisé, avec des jeunes qui sortent et des diplômés. Mais finalement, Adama, on se rend compte que dans ces pays-là, on forme des chômeurs et non pas des diplômés. Comment? Un diplôme ne sert que s'il permet d'exercer une activité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'université sénégalaise, moi je serais vraiment tenté d'aller faire une petite enquête pour voir parmi 100 jeunes qui sortent de l'université sénégalaise, combien retrouvent un travail. Je suis vraiment curieux de savoir. Je suis sûr que ça ne dépasserait pas les 10%. J'en suis persuadé. Parce qu'on sait tous que les diplômes que nous délivre l'université sénégalaise aujourd'hui n'est pas adapté aux besoins de l'économie sénégalaise. Ça, c'est vrai. Il faut savoir qu'au Sénégal aujourd'hui, on a énormément d'écoles de formation, d'écoles de gestion et autres. Je ne sais pas s'il y a un contrôle du pouvoir public de ces formations et un regard sur les diplômes qu'ils délivrent, mais le constat que j'ai fait aujourd'hui, c'est malgré, si vous voulez, ce nombre croissant d'écoles de formation, ces jeunes qui sortent de ces écoles-là n'ont pas de travail. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à former, l'offre de l'éducation, l'offre de l'enseignement ne répond pas à la demande de l'économie sénégalaise. Il faut trouver une adéquation entre la demande de l'économie sénégalaise et l'offre de l'enseignement, l'offre éducationnelle. C'est pour ça que je me dis, il faut retourner aux fondamentaux. Retourner aux fondamentaux, Adama, c'est mettre en place un enseignement qui permet de former des agents économiques et non pas des chômeurs. Qu'est-ce qu'un agent économique? C'est quelqu'un qui peut apporter sa propre contribution, sa contribution personnelle à l'économie sénégalaise quand il sortira de l'école, soit en travaillant, soit en étant entrepreneur. Et pour cela, la meilleure façon aujourd'hui d'être entrepreneur au Sénégal, avec les ressources qu'on a disponibles là maintenant, c'est de créer ce qu'on appelle des écoles de métiers. Adama, il faut qu'on puisse réduire la théorie dans l'enseignement au profit du métier. Les métiers des secteurs primaires de l'économie. Il faut que dans nos écoles, qu'on puisse imaginer, par exemple, dispenser des cours de théorie de je ne sais pas quel programme le matin, mais qu'à l'après-midi, qu'on ait des étudiants, qu'on ait des élèves
qui vont, si vous voulez, dans des ateliers d'agriculture, dans des ateliers d'élevage, dans des ateliers de pêche. Il faut qu'on leur donne tout de suite l'amour pour la terre, l'amour pour les animaux, pour l'élevage. Il faut qu'on réconcilie le rêve sénégalais avec la ressource disponible au Sénégal, qui est la terre, qui est l'élevage, qui est la pêche. Mais ça, il faut l'instruire dès le bas âge déjà. C'est-à-dire que c'est dès le bas âge, c'est dès les premières années de collège, dès les premières années de lycée. Regardez ce qui se passe dans les universités américaines. Les universités américaines, la plupart de ces universités sont privatisées. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des universités qui sont autonomes financièrement. Pourquoi? Parce que à l'université déjà, ils développent des modèles économiques basé sur des créations, sur des inventions. Ça peut être dans le cadre de l'informatique, ça peut être dans le cadre de la santé, ça peut être dans plein de domaines. Ils travaillent en étroite relation avec les entreprises auxquelles ils vendent leurs créations. Et inversement, les entreprises financent les départements de recherche de ces universités-là. On peut penser le même modèle au Sénégal. Ce serait avec l'agriculture. On aurait des universités où les étudiants seraient aussi aujourd'hui en état de développer des techniques agricoles, vous voyez, des techniques d'irrigation d'eau, des techniques d'élevage. Vous voyez ce que je veux dire? On devrait avoir aujourd'hui des universités où les étudiants seraient familiarisés, si vous voulez, au modèle économique agricole, où les étudiants seraient déjà familiarisés à avoir des revenus, à gagner de l'argent avec l'agriculture, avant même de sortir de l'université. Je parle de l'agriculture, mais on peut l'élargir dans d'autres secteurs. Ça peut être dans la menuiserie, ça peut être dans plein d'autres secteurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faudrait faire former des doubles compétences, aussi bien en informatique, mais aussi en menuiserie ou agriculture ou machin. Il faudrait qu'on puisse former des écoles, qu'on puisse former des jeunes qui sortent avec des métiers. Tu as ta double compétence, tu sors de l'école, tu n'as pas été embauché ou tu n'arrives pas à trouver des recruteurs, mais tu sais que tu as une connaissance de l'agriculture qui te permet, toi, aujourd'hui, de pouvoir lancer ta propre exploitation. Et tu t'investis. Tu t'investis. Effectivement, il faudrait que l'État encadre tout ça. Il faudrait que ces jeunes-là qui sortent, qu'on puisse leur donner, si vous voulez, les moyens d'investir, les moyens de pouvoir évoluer, de pouvoir mettre en place cette exploitation, les moyens de pouvoir créer, si vous voulez, une structure de menuiserie. Ça, je vais y revenir plus amplement. Mais dans le cadre de la formation des champs, il faudrait ardemment qu'on révisite profondément notre offre de formation. C'est très, très important. Ok. Amis téléspectateurs de MCTV, nous rappelons que nous recevons aujourd'hui Babacar Diagne. Il est analyste économique. Il est également expert en gestion financière et des entreprises. Babacar, on continue sur cette même lancée. Vous avez évoqué pas mal de secteurs, l'agriculture, la pêche, l'offre de formation, mais également, est-ce que ça suffit? Ça suffit au Sénégal pour se développer si l'on sait que le Sénégal semble même trahi par ses propres intellectuels. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, mais Adam, permettez-moi, avant de revenir sur la personnalité même des intellectuels sénégalais qui, à mon avis, ont un peu trahi aussi l'avenir du pays. Je voudrais revenir un peu sur la réalité économique de ces pays. On était sur les solutions post-Covid qui permettraient de relancer définitivement l'économie de ces pays. On a parlé de l'offre de formation. Ces jeunes-là qui sortent avec une formation, un vrai métier, il faudrait qu'on leur permette aussi, qu'on leur donne un cadre pour pouvoir exercer. J'ai donné l'exemple du jeune qui sort de l'école, qui n'a pas d'emploi et qui doit aller travailler dans une exploitation pour mettre en pratique ce qu'il a appris. Je vais donner des exemples tout simples, Adama. L'agriculture sénégalaise doit être le moteur de la relance économique de ce pays. Parce qu'on a les terres, on a l'eau, on a les techniques, il faut les développer. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, il faut une véritable implication de l'État sénégalais. Je sais que l'État est en train de faire des choses, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut aussi que ça ne renforce pas les inégalités. Aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture sénégalaise, c'est soit de grandes familles, de grands noms, ou peut-être aussi des entreprises étrangères.
Il faudrait que les Sénégalais se sentent concernés par cette agriculture, qui s'y investissent massivement. Mais ça, c'est à l'État de l'organiser. Prenons le cas, par exemple, il y a des entreprises au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, de jeunes cadres comme vous, Adama, qui aujourd'hui ont une petite parcelle de terre, on appelle ça des tôles, où ils rêvent d'en faire une ferme, de faire pousser une certaine culture et éventuellement avoir des revenus, gagner quelques sous là-dessus. Tout à fait. Il y a beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes cadres qui s'adonnent à cette activité-là et qui espèrent un jour améliorer leur rendement avec ça. Mais on se rend compte que souvent, ce n'est pas évident. On se rend compte que très peu réussissent. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut de la formation, il faut de l'encadrement. Pourquoi ne pas, je donne un exemple, pourquoi ne pas songer à créer dans les entreprises des coopératives, okay, qui n'ont, je parle qui ont une propriété juridique différente de l'entreprise, mais plutôt des coopératives, des salariés qui se mettent en coopérative, auxquelles l'État prêterait des hectares, par exemple, auxquels l'État mettrait à leur disposition des infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures, et que ces jeunes-là dont je parlais tout à l'heure, qui ont été formés, on les met en relation avec ces coopératives-là, parce que ces jeunes-là qui ont été formés avec le double métier, ils savent piloter des unités agricoles. Okay? Ils ont la connaissance. On les mettrait en relation avec ces coopératives-là et ils piloteront les unités agricoles de ces coopératives-là. Ce que je propose, c'est quoi? C'est que le peuple sénégalais même, comment dirais-je encore, la population active sénégalaise elle-même finance l'agriculture sénégalaise. Et que c'est toute la jeunesse sénégalaise qui sera mobilisée autour de cette cause nationale qui est l'agriculture. Parce qu'en développant notre agriculture, on développe notre pays, on le sait. Et le fait d'aller chercher les ressources au permis de la population active sénégalaise, jeunes cadres dakarois qui ne peuvent pas se permettre d'être présents tout le temps dans leur sur place, ces jeunes qui ont été formés peuvent y être, gérer cette exploitation, financée par les jeunes cadres sénégalais, et l'État mettrait en place des contrôles aussi, des contrôleurs qui passeraient contrôler le fonctionnement de ces unités agricoles. Donc c'est quelque chose de faisable. C'est des idées comme ça qui sont faisables. Le Sénégal ne peut pas penser à son plan de relance sans pour autant également penser à demain à sa diaspora. C'est important. Il faut savoir que la diaspora sénégalaise en 2020-2019 a contribué. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter par rapport à ce que vous venez de citer? Ah ben beaucoup de choses, Adama. D'abord, il faut que je vous dise une chose. Alors peut-être que vous le savez, mais la diaspora sénégalaise a contribué aujourd'hui à hauteur de 11% du PIB. Soit, je pense, 2,5% de plus, soit plus de 2,5%, plus de 2,5% que l'aide au développement. C'est-à-dire 2,5%, non, je dis des conneries, 2,5 fois l'aide au développement. C'est-à-dire que la diaspora sénégalaise aujourd'hui fait entrer beaucoup plus d'argent, 2 fois plus d'argent que l'aide publique au développement. Donc c'est considérable. Cette diaspora sénégalaise, on est en politique de relance post-Covid. Comment est-ce qu'on va nous combiner à faire accrocher les ressources que peut mobiliser cette diaspora sénégalaise avec la cause nationale qui est l'agriculture? J'ai pensé, moi, à une solution qui serait ce que j'appelle, moi, le fonds garanti. C'est-à-dire, c'est très simple, je m'explique. À demain, tu as un petit frère qui vit en Italie ou un grand frère qui vit en Italie. Nombreux sont les jeunes de la diaspora, jeunes ou vieux déjà, nombreux sont les expatriés sénégalais qui veulent investir au Sénégal, qui veulent aider les Sénégalais comme eux. Mais souvent, ils butent sur des obstacles qui sont la corruption au moment de créer leur structure. Ils butent sur des obstacles qu'ils ont, des fois même pour leurs propres membres de leur famille, qui leur posent des problèmes, notamment dans la gestion des investissements qu'ils ont faits. Et donc, du coup, il s'est installé aujourd'hui, si vous voulez, un climat, on va dire, de méfiance
par rapport à leur terre patrie, et ça rend difficile, si vous voulez, l'envie d'investir dans ces pays-là. Si on mettait en place ce qu'on appelle les fonds de garantie, votre frère qui est en Italie, l'État lui propose un investissement dans une coopérative ou dans une unité agricole, un investissement, supposons, chiffré à 1 million. Et l'État lui dit, bah, écoute, vous investissez 1 million, monsieur John, mais sachez que si jamais l'unité agricole dans laquelle vous avez investi fait faillite, l'État s'engage à vous rembourser les 70%. Vous ne perdez peut-être que 30%. Je donne un exemple. Adama, je pense que toute la diaspora investirait. Parce que je peux vous dire, moi qui vis dans la diaspora depuis plus de 20 ans maintenant, je vis en France, je peux vous dire qu'on n'a qu'un seul rêve, nous, c'est de pouvoir investir au Sénégal et un jour, peut-être, même si ce n'est pas le retour définitif, pouvoir venir ici, passer quelques jours, passer quelques temps avec le fruit de nos investissements. Mais aussi, on a cette envie de développer notre pays. Parce que quand on va dans les pays où on vit aujourd'hui, comment ils sont développés, on veut la même chose pour notre pays. Donc c'est ça notre contribution. Mais je vous jure que si jamais on mettait en place ces fonds de garantie, ça permettrait à beaucoup de Sénégalais d'investir. Mais mettre en place un fonds de garantie, ça veut dire aussi beaucoup plus d'implication de l'État, beaucoup plus de regard de l'État sur ce qu'on appelle les unités agricoles. Les unités agricoles aujourd'hui seraient animées, pilotées par ces jeunes qui ont été formés par l'État, par des ingénieurs agricoles, mais aussi il y aura un contrôle de ces pilotages. L'État mettrait en place des infrastructures, l'État prêterait des terres et toutes ces infrastructures et les terres prêtées seront, si vous voulez, seront faites sous forme de prêts et que, effectivement, ces unités, la rentabilité de ces unités permettrait à l'État après de rentabiliser son investissement. Mais tout le monde y est gagnant. Et c'est important parce que ça permet de mobiliser des fonds, mais des fonds des Sénégalais, pour le Sénégal, pour l'agriculture sénégalaise. Ça permettrait à l'État aussi de voir tout un secteur développé avec tout ce qu'il peut avoir comme recette fiscale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faudrait que ça soit une cause nationale. Babacar, vous avez évoqué également plusieurs secteurs qui peuvent booster l'économie sénégalaise, l'offre de formation également. Vous en avez parlé. Babacar, qu'est-ce qui bloque? Il y a beaucoup d'économistes comme vous quand même qui peuvent développer ce pays. Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, Adama, ça fait des années que j'analyse la situation économique au Sénégal. Ça fait des années que je suis en train de valser entre espoir, désespoir, rêve et réalité malheureusement sombre. Et finalement, je me rends compte que, et je ne suis pas le seul, que le sous-développement est d'abord un état d'esprit. On a beau avoir des idées, les moyens sont là, les ressources sont là, Adama. Le problème, c'est les hommes. Si on n'a pas des hommes résolument tournés vers le développement, on ne sera jamais développé. Aujourd'hui, le premier ennemi du Sénégal, c'est la corruption. Aujourd'hui, le premier ennemi du Sénégal, il faut le dire, c'est le politique. Adama, le politicien ou le politique sénégalais, malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, et c'est d'ailleurs un peu partout en Afrique noire, c'est comme s'il y avait une mainmise de Dieu qui veut que aucun pays d'Afrique noire ne se développe. Regardez bien, des fois, en fait, je me dis, mais juste pour faire une petite extension, j'ai envie de dire que quand je vois l'Afrique du Sud, à l'époque dirigée par les Blancs, qui se développait, dans tout le continent africain, un continent d'Afrique noire, et le seul pays noir qui se développait était dirigé par les Blancs, je dis waouh, c'est pas un symbole divin ça finalement. Et je me rends compte qu'au Sénégal, malgré les hommes politiques qui se sont succédés, il y a quelque chose qui définit le politique sénégalais, c'est qu'il est là pour sa poche et non pas pour le peuple. Et ça nous ramène à un problème de valeur. La corruption aujourd'hui est à tous les niveaux de l'économie sénégalaise, à tous les niveaux de l'État sénégalais. Tout ça, Adama, nous renvoie vers un problème majeur qui est aujourd'hui l'obstacle majeur au développement sénégalais, au développement du Sénégal, c'est les hommes et donc notamment les valeurs.
Que faire maintenant pour Que faire? succéder à tout ça, remplacer tout ça? Là, véritablement, ça nous ramène à ce qu'on appelle un problème de leadership. On n'est plus sur les ressources, on n'est plus sur les moyens, on n'est plus sur les idées, on sait quoi faire. Mais c'est un problème de leadership. Comment véritablement aujourd'hui ramener les valeurs d'antan qui ont fait la fierté du Sénégal, qui ont fait la grandeur du Sénégal? C'est un vrai problème, Adama. Moi, personnellement, la solution que je préconise, c'est retourner aux sources. Retourner aux sources, Adama, c'est s'inspirer de notre histoire, s'inspirer des fois où effectivement on a pu construire le Sénégal autour de valeurs spirituelles, autour de valeurs religieuses. Et l'artisan de cette construction est Seydi Hadj Malick Sy. Je vous donne un exemple. J'ai l'habitude de discuter avec des amis en leur propre. Un Français qui évoque Seydi Hadj Malick Sy, c'est quand même... Ben, si vous voulez, un Français, oui, je vous l'accorde, mais j'en suis pas moins sénégalais, Adama. Hein. J'en suis pas moins sénégalais, Adama. Vous savez, ce sera un autre débat. J'accepte d'être un Français parce que aussi la France m'a séduit à plusieurs points de vue. Mais la France m'a aussi déçu sur plusieurs points. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment moi transporter tous ces points-là qui font aujourd'hui la grandeur de la France, entre guillemets, comment essayer de copier ce modèle-là au Sénégal. C'est ça mon truc. Mais si je reviens sur les valeurs, Seydi Hadj Malick Sy a réussi à construire tout un pays autour des valeurs islamiques, autour des valeurs spirituelles. Mais il l'a fait dans un contexte dans un contexte de colonisation, dans un contexte colonial. Et c'est ça qui est dingue. Et ça me ramène dans un débat que j'ai toujours eu avec certains amis économistes et observateurs politiques qui m'ont toujours dit, mais Babacar, tu as des idées révolutionnaires, mais arrête, ta vision un peu utopique, parce qu'il faut savoir que jamais l'Occident, les Français, ne nous laisseront développer ces idées-là dans notre pays, parce que ces idées-là, si on les met en place, c'est le développement à coup sûr du pays. Il dit, comment couper le cordon ombilical? Je dis, il ne s'agit pas de couper le cordon ombilical. C'est d'abord un état d'esprit. Parce que Seydi Hadj Malick Sy, pendant que le pays était sous domination française, sous la colonisation française, a réussi à islamiser tout un pays, mais aussi à leur donner un brin de spiritualité en instaurant la Tijaniya. C'est du fait, c'est du vécu. Il faut que nous nous appuyions là-dessus. Et donc, mon rêve aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un bon espoir, Adama, c'est que ce que Seydi Hadj Malick Sy a fait, quand j'observe aujourd'hui l'état du Sénégal, je me dis c'est la seule issue. C'est la seule porte de sortie. Parce que les ressources sont là, les moyens sont là. On a essayé pendant des années, on n'y arrive pas. Il faut qu'on retourne à la source. Et ça, pour moi, c'est l'homme providentiel qui pourrait aider le Sénégal à sortir de cette crise-là. C'est celui que j'appelle Imam Mahdi Muntazar. Alors effectivement, tu vas me dire, mais Babacar, tu es en train de sortir du cadre matériel pour entrer dans le cadre mystique. Effectivement, évidemment. Voilà. Mais Adama, il faut savoir que c'est pas moi qui sors du cadre matériel pour entrer dans le cadre mystique. C'est la succession des événements qui nous y conduit naturellement. Il faut savoir une chose, Adama. Ok, on a une politique. Aujourd'hui, on est en crise économique, on est en crise sanitaire. Mais à la lecture de tous ces problèmes, on ne peut pas manquer de penser à ce que nous avait dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les indications qu'il nous avait données à la fin des temps. S'inspirer sur les écrits saints. Si on s'inspire sur les écrits saints, et on ne peut pas manquer de le faire parce que c'est notre ADN. On est sénégalais, on est musulman, on est spirituel. On est soit tigane, on est soit mouride, on est soit laïenne. C'est notre ADN. Donc on ne peut pas analyser
l'économie sénégalaise, on ne peut pas analyser nos problèmes en ignorant la part du mystique. C'est l'erreur fatale. Il faut, de ce qu'on a pu nous apprendre en tant qu'intellectuels, qu'on puisse pas copier, il faut qu'on évite de copier totalement le modèle occidental. L'analyse de nos réalités doit se faire et de ce qu'on a pris dans le mode du modèle occidental, mais aussi de notre propre réalité. Donc quand on analyse nos problèmes, on ne peut pas ignorer le côté mystique. Je me suis fait le tour de mon avis aujourd'hui sur l'économie sénégalaise et je me rends compte qu'on n'a pas d'échappatoire tant qu'on n'invite pas les mystiques à la résolution des problèmes. Et si on se rapporte aux écrits du livre saint et des hadiths, on se rend compte que cette situation a été clairement décrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait donné même des indications en disant que arrivons à cette période, sachez que le secours divin ne sera pas loin et qu'il est porté par l'imam al-Mahdi Muntazar. Je suis bien placé pour le dire parce que moi, mon guide spirituel, Mawla Seydi Mohamed Cheikh, que j'appelle imam al-Mahdi, je ne l'appelle pas imam, en tant qu'intellectuel, je ne l'appelle pas imam al-Mahdi juste parce que je suis fanatique. Non, c'est parce que aussi, c'est sur des fondements assez solides, quoi. Ok. Seydi Mohamed El Cheikh, si vous voulez, pourquoi je pense que il est l'homme, pourquoi je suis persuadé qu'il est l'homme providentiel, qui pourra sortir le Sénégal de ce marasme-là, parce que je suis sûr que c'est celui qui a été annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait que de l'imam Mahdi, que c'est quelqu'un déjà qui a l'exclusivité du déchiffrement des codes, des codes du Coran. Si tu m'as été cher, nous a déchiffré ces codes-là, Alif Lam Mim, Ka, Ya, Ain, Sad, je prononce mal les mots arabes. Donc, vous pensez que c'est imminent ça, le Mahdi dont vous parlez? Je ne sais pas que je pense, je constate que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les indications qu'il nous avait données, on est en train de les vivre. On est sur des successions de catastrophes, on est confronté à une explosion de l'homosexualité, mais aussi au lobby puissant des homosexuels. On est aujourd'hui confronté à l'explosion de l'inégalité. Je vais vous donner un exemple, Adama, en parlant d'inégalité. Elle s'est vue à travers le monde. Mais prenons le cas du Sénégal. Vous savez, Adama, que le PIB sénégalais, dans sa composante, on a 17% du PIB sénégalais qui provient de l'agriculture. Et que cette même agriculture représente 70% de la population active. Ça pose problème. Ça veut dire que 70% de la population active du Sénégal ne contribue qu'à 17% de son PIB. À l'inverse, on a 46% du PIB sénégalais qui provient du secteur tertiaire. C'est quoi le secteur tertiaire? C'est les banques, c'est les assurances, c'est les unités de transfert d'argent, c'est les unités de téléphonie. Donc, c'est quoi? C'est que 46%, 50% du PIB sénégalais aujourd'hui est détenu par des forces étrangères et détenu par quelques oligarches dakarois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Ça traduit, rien que la composition du PIB sénégalais traduit l'inégalité criante. Qui sévit dans ces pays-là. Donc, le prophète avait dit qu'une fois qu'on en sera à ces signes-là, d'une inégalité économique, la normalisation de l'homosexualité, la perte des valeurs, l'injustice. Sachez que le secours divin, par le personnage de l'imam Mahdi, n'est pas loin. On y est. La succession des catastrophes naturelles. Adama, aujourd'hui, c'est le Covid-19. Adama, si vous ne dites pas que demain, ce ne sera pas un virus informatique, et là, ce serait tout le pays, totalement, tout le monde, toute la planète à l'arrêt. Il faut penser à ça. Demain, ça peut être un virus informatique qui mettra toute la planète à l'arrêt. La succession des catastrophes naturelles, on y est ou on n'y est pas? Donc, ce n'est pas moi qui pense machin, c'est la constatation des faits qui me ramène aux écrits saints. Et de ce que j'ai pu voir, en tout cas, l'homme
que moi, je dis aujourd'hui être l'imam Mahdi, toujours en m'appuyant sur les enseignements, les indications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui et le seul unique au monde que j'ai vu qui a déchiffré donc ces codes-là. C'est celui que j'ai accompagné à la Mecque qui m'avait dit, et on a tout le Sénégal tout Sénégal, tout le monde peut y avoir accès à travers YouTube, qui nous avait annoncé des mois avant, qui avait donné rendez-vous à la Oumma islamique des mois avant, lors du Hajj 2019 à la Mecque, le jour de Arafat, qu'il se passerait des choses extraordinaires et que tout le monde en serait témoin. Tout le monde a été témoin. Personnellement, moi, j'étais témoin. Donc, vous êtes témoin oculaire. Hein? Je suis un témoin oculaire. Je suis en train de vous donner les éléments qui font que moi, je pense qu'effectivement, qu'il est l'homme providentiel qui peut sortir et le Sénégal, mais aussi le monde entier de ce marasme-là. Donc, il y a eu ces successions d'événements, mais aussi, il faut savoir, Adama, que c'est la seule personne aujourd'hui qui nous avait annoncé depuis 2018 l'arrivée du Covid-19 et qui nous avait donné les prières qui pouvaient nous protéger de cette Covid-19. L'automne 2020, l'été 2020, au mois d'août, il a fait un discours pour nous dire attention, on approche de fin 2020, mais sachez qu'il y aura une recrudescence du Covid-19 en cette fin 2020, mais aussi je vous rappelle que ce qui va arriver en 2021 est largement pire que ce que nous sommes en train de vivre en 2020. Ça, il le disait. Ça, c'est un homme miraculeux. Donc, qu'attend le Sénégal qui est dans une morosité économique profonde pour dérouler le tapis rouge à ce guide qui pourrait sauver le Sénégal et au-delà du Sénégal, l'Afrique et le monde. Pour deux raisons. Et c'est pour ça, je pense qu'il faudrait, c'est ce que je disais, il faudrait qu'on retourne sur les valeurs qui ont fait à l'époque la grandeur du Sénégal. Il faut savoir que le modèle de pilotage aujourd'hui gouvernemental est copié, si vous voulez, est entièrement copié du modèle occidental qui a toujours sorti le divin de la gestion de la cité. Il faut qu'on repose la question de notre identité. Comment est-ce qu'on veut continuer, nous, à exister, à être nous-mêmes ou étant la copie de l'Occident, la copie de l'autre? Un pays comme le Sénégal, on ne peut pas le gouverner en séparant, si vous voulez, le spirituel du temporel. C'est pas possible. Et tous les deux ont toujours évolué ensemble. Même les philosophes semblent s'accorder sur ça. Je me rappelle Socrate qui disait il ne pourrait pas y avoir de cesse dans les mots de la cité, mots AUX, tant que les pouvoirs temporels et pouvoirs spirituels ne se rencontrent pas dans la même cité. Mais bien sûr, mais bien sûr, cette cohabitation doit aller jusqu'à la prise de décision, jusqu'à, si vous voulez, l'imagination des solutions pour répondre aux maux de la société, pour faire face aux maux de la société. Sauf qu'aujourd'hui, cette cohabitation au Sénégal, même si elle est permise, mais elle a des limites. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il prend des décisions, il n'invite pas les mystiques, il n'écoute pas les mystiques. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème du Sénégal. C'est pour ça qu'on peut avoir aujourd'hui un homme providentiel, comme je l'appelle, de cette dimension-là, et qu'on n'arrive pas à tirer profit de cette personne-là, malheureusement. Pour un économiste de l'envergure de votre statut, on a l'idée de dire qui développe un argument de cette taille. Donc, il y a quoi mettre le doigt sur cet homme et essayer un peu de s'interroger sur son existence et surtout sur cette mission dont il est dépositaire. Babacar, l'émission tire à sa fin. On aurait aimé évoquer un peu la situation économique en France où vous vivez, mais également dans le monde. Babacar, votre dernier mot avant la fermeture de l'émission. Écoutez, Adama, encore une fois de plus, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe de Médina Cher TV, de m'avoir donné l'occasion, en tout cas, de partager mes idées et mon analyse de cette situation économique, de cette crise sanitaire et crise économique. Le dernier mot, Adama, c'est j'espère que mon cri de cœur sera entendu. J'espère que ce pays que j'aime tant, le Sénégal, qui est ma patrie, que ses gouvernants réussiront un peu à
bifurquer de chemin et puis revenir à nos valeurs d'antan, revenir à la source, écouter les mystiques, notamment écouter Maulana Seydi Mohamed Cheikh, Imam Mahdi Muntazar, qui leur apportera la solution définitive. On est aujourd'hui quoi? On est aujourd'hui, je crois, le 4 février 2021. Le 4 août, pardon, le 4 août 2021. Ce que je dis là, j'aimerais bien que cette émission soit repassée le 30 janvier, le lendemain du 29 janvier, le 30 janvier. J'aimerais bien que cette émission soit rediffusée dans toutes les chaînes. Toutes les chaînes, les gens sauront que j'avais raison. Inch'Allah, c'est possible, Babacar. Et merci à notre invité Babacar Diagne, analyste économique. C'en est tout, le temps qui nous est réparti. Arrivé à terme, nous remercions nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de MCTV et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission Avis d'experts. Au revoir. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne